Thomas Kempeneers, je suis le coordinateur du phare à Andenne. Le phare qui est une structure qui réunit un office du tourisme, une bibliothèque et un musée dans une nouvelle structure qui englobe ces trois fonctions et qui est dans le bâtiment éponyme, le phare, construit par Gilles Honoré et Rudy Ricciotti. Ici, nous étions dans une partie d'un ancien lycée d'État, terminé en 1939. Il avait été abandonné depuis, je pense, une vingtaine d'années. Il y avait toute une notion de préservation d'un patrimoine. Il y avait une piscine patrimoniale très importante qu'il fallait pouvoir conserver. Elle racontait déjà une partie du récit et mon travail, ça a été de compléter ce récit. Donc conserver quand même une identité du bâtiment qui était très forte ici à Andenne et qui avait été justement redécouverte quelques années auparavant par les Andennais suite à l'impulsion d'un échevin de la culture. Mais il fallait pouvoir aussi donner l'impression d'un bâtiment moderne et d'un bâtiment qui soit tout à fait fonctionnel. Donc c'était un petit peu le jeu, c'était le challenge qui était posé aux architectes, c'était justement de pouvoir allier l'ancien et le nouveau comme cela, de ne pas transformer le bâtiment en une espèce de conservatoire tout simplement, mais d'en faire un bâtiment ultra moderne. On est à Andenne, une ville qui a un très long passé de manufacture de terre cuite. Il y a une terre locale qui s'appelle la derle, qui est une terre blanche qui est très facile à façonner. Et donc l'histoire de la terre andenne, ça remonte au néolithique et puis jusqu'au XXe siècle, les pipes en terre, au XIXe, beaucoup de produits industriels, des tuiles, des vases en grès, etc. quoi. Le choix des architectes s'est effectué via un jury international qui avait été posé à l'époque et qui devait concentrer différents objectifs, notamment l'objectif d'obtenir un bâtiment contemporain avec récupération d'énergie et qui devait être un bâtiment passif, avec aussi des aspects techniques très importants, ce n'est pas si évident ici au niveau de la circulation, et puis cette conservation du patrimoine, notamment avec la piscine, mais aussi avec d'autres éléments. Pourquoi démolir quelque chose dont on peut se resservir ? Donc ça, c'était quand même le point de vue, c'est d'essayer au maximum de réutiliser ce qui était utilisable. Le duo d'architectes qui a été choisi, donc Gilles Honoré avec le cabinet Ayoud et ici Rudy Ricciotti, ont une certaine bouteille, ont un certain métier et une connaissance également des bâtiments muséaux et des bâtiments culturels de manière plus large. Et nous savions donc que nous pouvions compter sur leur expérience et sur leur connaissance des enjeux de ce secteur. Première question, ça a été comment mettre une bibliothèque dans une piscine, ce qui n'est pas la chose la plus normale. D'autant plus que la piscine présentait quand même une caractéristique, c'est son fond est pentu sur toute sa longueur. Donc on ne pouvait pas imaginer descendre dans le fond pour y déposer des meubles de bibliothèque. Et j'ai également souhaité qu'elle fasse partie vraiment du dispositif d'entrée. Donc que dès lors qu'on pénètre dans ce bâtiment et qu'on arrive au desk, qui est à la fois un desk pour l'accueil des musées, un point d'information touristique et également le desk des bibliothécaires, c'est qu'on soit immergé dans l'espace de la piscine. L'idée pour la bibliothèque, ça a été de la poser comme sur l'eau, donc tout le pourtour et les demi-cercles d'abou de la piscine sont vitrés, on peut encore percevoir cette profondeur. Et on a travaillé à la fois les reflets, les teintes des nouvelles structures pour qu'on ait l'impression vraiment qu'il y a un plan qui flotte sur l'ancienne piscine. C'est un rectangle avec deux demi-cercles en abou. Ça, c'est la forme de la piscine. Et au niveau, par exemple, de la grande profondeur qui fait quand même 3,50 m, il y a une structure que j'ai voulu la plus fine possible. Donc là, j'ai ressorti mes anciens talents d'ingénieur pour essayer de dessiner quelque chose le plus fin possible. Et pour arriver au résultat, parce que je pense que c'était un élément de design très important, que cette structure se fasse oublier. On a travaillé avec le graphiste, avec Pierre Goertz d'Ellen Studio, pour venir déposer des lettres dans le fond qui peuvent se recomposer. En fait, ce sont les lettres du mot le phare.
qui peuvent se recomposer comme on veut et qui permettent, enfin, donc il y a cet aspect ludique-là, mais qui permettent également de percevoir la profondeur de la piscine. Il y a un effet de transparence, évidemment, avec les vitres qui permettent de voir le fond de la piscine, mais il y a aussi un effet de reflet qui fait que nous, on a parfois l'impression que les rayonnages de la bibliothèque se prolongent jusqu'au fond du bassin. Et donc, certaines personnes, saisies par cette illusion d'optique, m'ont parfois demandé si il était possible d'accéder au rayonnage qui se trouvait en dessous. Et donc, j'aime assez bien cette idée qu'il y a finalement une espèce de double pot, donc de double acceptation aussi des choses. Il y a ce qu'on a au-dessus de la piscine et puis il y a peut-être le rêve qui est en dessous et qui est encore cette mémoire de la bibliothèque et de la piscine. C'est une approche, je vais dire, complètement décomplexée par rapport à l'existant que j'aborde suivant différents points de vue. Donc ici, on avait un bâtiment avec une structure en béton et également des murs en briques massifs, de 55 cm si je me souviens bien. Et donc la première réflexion, d'un point de vue à la fois économique et environnemental, c'est de se dire, ben, voilà, on a des structures, on a des grands plateaux, on va les réutiliser. La deuxième réflexion principale par rapport par exemple à la piscine, c'est de se dire, ça c'est un fragment d'architecture qui va faire partie de la nouvelle architecture et la nouvelle architecture va simplement continuer le récit. Il y a déjà un récit, il y a des souvenirs, il y a des souvenirs par rapport à la matière, il y a des souvenirs par rapport... Il y a beaucoup de gens à Andenne qui ont appris à nager dans cette piscine, donc c'est à la fois du patrimoine, mais je dis matériel, mais c'est du patrimoine émotionnel. Et donc voilà, je me sers de cela. Et puis à d'autres endroits du musée, les anciennes poutraisons sont exprimées, font partie de l'architecture, de la structuration de l'espace, mais l'extérieur de fait, on ne perçoit pas de ça du tout. Mais ça, pour moi, ce n'est pas un problème, c'est un peu une boîte à mystère, une petite... un truc un peu magique, comme ça, on rentre et on découvre tout un univers. On est dans un bâtiment standard passif et on a poussé le concept un peu plus loin en utilisant l'inertie hydrique des murs en briques qu'on a complété par des enduits en terre dans les musées, et ce qui permet en fait d'être passif également au niveau de l'inertie hydrique. Il y avait un programme quand même, je veux dire, avec des fonctions relativement différentes, sur la base d'un bâtiment qui n'avait pas vraiment de forme, puisque c'était en fait, la vraie façade était très limitée, puisque c'était la façade vers l'intérieur de l'ancien lycée qui était en L, était la belle façade. Côté extérieur, donc le principal de ce bâtiment, c'était complètement fonctionnel, une façade arrière, sans traitement du tout au niveau de sa composition architecturale. Et donc, pour redonner une unité à tout cela, j'ai vraiment cherché à recréer une forme unitaire, donc perçue depuis l'espace public, mais ça change. Quand on est je dirais de l'autre côté du bâtiment, on est perçu depuis l'espace public, on perçoit un cube. Un cube, et à ce moment-là, dans ce cube, on fait des incisions. Les percements sont traités niveau par niveau, suivant les relations qu'on veut établir avec l'extérieur ou les prises de lumière. Au niveau de sa matérialité, on voulait continuer à parler de la terre, hein, comme on parle de la terre en préservant des carrelages, on parle de la terre en préservant des murs en briques et en les enduisant de terre. Et là, c'est tout de suite venu l'idée de simplement faire un bardage en tuiles. On a cherché à trouver une tuile qui amenait beaucoup de matérialité, c'est-à-dire on a trouvé une tuile avec une épaisseur assez importante, qui donne un relief à cette façade, qui accroche la lumière très différemment suivant l'heure de la journée. On monte tout au-dessus, à son sommet, on découvre ce paysage à 360 degrés. Cette terrasse qui à la fois met le bâtiment en relation avec le grand paysage
et aussi grâce à sa toiture et les reflets de toiture qui la met en relation avec l'espace public qui est 25 mètres plus bas. Et en même temps, il y a un troisième point par rapport à cette toiture, c'est qu'elle me permettait d'alléger l'ensemble, d'avoir ce gros cube qui se termine, je dirais, sans relation avec le ciel. Le plan de toiture très aérien, hein, puisqu'il repose sur 3 points d'appui. Ce grand plan de toiture très aérien et en plus qui reflète, permet vraiment, pour moi, d'alléger la masse. Chaque percement, chaque mise en relation visuelle est en fonction d'une volonté de créer cette relation entre le contexte et l'intérieur du bâtiment. Par exemple, on a la salle de lecture, elle est directement, qui est au-dessus de l'accueil, elle est directement en relation complètement ouverte sur la place. On a préservé le fenestrage de l'ancienne façade côté intérieur de l'ancienne cour du lycée, qui est en relation directe avec le vieil Andenne et notamment la collégiale construite par De Houet. Donc voilà, c'est à chaque fois, il n'y a pas de composition en termes de composition au sens traditionnel du terme, hein, de fenestrage, de recherche de proportion. Non, il y a une recherche de proportion, mais elle est plus intuitive, plastiquement. Et par contre, les percements sont toujours là pour une mise en relation.